chers auditeurs de IDFM Radio Anguin. Et bienvenue alors dans notre émission Entre chiens et loups, avec notre rubrique Aéronautique et Marine, rubrique mensuelle, présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, eh bien, nous allons rendre hommage à un avion de ligne, qui a été d'abord de ligne, et ensuite également militaire, et de nouveau de ligne. Savez-vous lequel ? Eh bien, nous rendons hommage au DC-3, appelé aussi Dakota, et aussi C-47, un avion de légende. Cet avion, en fait, avion de ligne au départ, nous allons retourner vers les années 1930. Nous avons avec nous un invité qui est vraiment connu maintenant dans nos studios à IDFM Radio Anguin. Il s'agit de Monsieur Alain Roland. Bonjour Monsieur Alain Roland. Bonjour. Monsieur Alain Roland, donc vous êtes, on va le dire au passage quand même, vous êtes président des Amis de l'association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace qui se trouve donc au Bourget. Et vous étiez pilote de ligne. Vous étiez, parce que maintenant vous êtes à la retraite, mais vous êtes toujours pilote. Oui, toujours sur avion léger, oui. Avion léger. Et puis, donc, vous êtes forcément passionné d'aviation, puisque vous présidez cette association, on le dit au passage, donc qui se trouve au Musée de l'Air et de l'Espace. Oui. Tout le monde peut adhérer à cette association, d'ailleurs, tous les passionnés. Et j'encourage vivement les auditeurs à se joindre à notre association. Bien sûr. Qui, outre une aide, quelquefois humaine, quelquefois financière, donc a aussi un groupe de visites, enfin de personnes qui permettent de guider les visites de certains groupes au Musée de l'Air, à la demande du Musée de l'Air. Donc on est une vingtaine de volontaires. Vous-même, vous faites partager d'ailleurs je fais partie, oui. Votre passion à tout le public qui vient au Musée de l'Air pour visiter les avions, dont justement un avion. Justement, le Dakota, le DC-3 se trouve... oui. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais s'il vous plaît, faites-nous découvrir les débuts. Pourquoi cet avion ? On sortait donc de la guerre de 14-18, etc. Oui. etc. Alors, c'est le contexte du début des années 30. Alors la guerre de 14 est déjà, 1918 est déjà un petit peu loin. Oui, les choses ont évolué dans le domaine de l'aéronautique. La technique a bougé. Et donc, il y a un certain nombre de compagnies qui se lancent dans le transport civil. Alors, ça commence au Bourget, chez nous, en 1919. Dès 1919, les premières compagnies qui aboutiront après à la fusion d'un ensemble qui va former Air France en 1933. Et aux États-Unis, eh bien, on a aussi des compagnies qui débutent. Il y a le grand coup d'arrêt de la crise de 29. Mais malgré ça, il y a un certain nombre d'intervenants qui se lancent dans le transport civil. Alors, à l'époque, il y a un point commun un peu entre l'Europe et les États-Unis, c'est la subvention gouvernementale de ces compagnies par le biais de contrats postaux. On est bien loin encore d'avoir des compagnies à l'équilibre au plan financier avec le transport passager. Donc nous, en Europe, l'industrie aéronautique est principalement orientée vers la production militaire. On garde une industrie aéronautique pour avoir le potentiel militaire. Le civil, c'est vraiment très marginal avec ces fameux contrats postaux. Et aux États-Unis, le militaire, très peu de choses, c'est l'inverse. Et par contre, tout ce qu'on peut essayer du côté des constructeurs de produire et de vendre, est plutôt orienté vers le civil et les contrats postaux. Et donc, en 1930, il y a une nouveauté qui apparaît. Il y a un certain monsieur Brown qui devient directeur des postes et qui change le mode de calcul des subventions. Alors avant, on subventionnait au kilo, à la charge transportée, quitte à ce que éventuellement certains mettent quelques petits compléments dans les sacs postaux pour avoir des kilos supplémentaires. Et puis, du jour au lendemain, donc, ce monsieur Brown, en 1930, décide que non, maintenant, ce sera plus au poids, mais au volume. Ah oui. Volume de cabine offert. Et c'est une révolution parce que, en fait, ça impose aux compagnies qui travaillent pour l'État fédéral, pour ce transport postal, des avions plus larges, mais effet favorable, qui peuvent transporter des passagers. Parce que pour transporter des sacs de poste, il y a besoin d'avions relativement petits, souvent monomoteurs.
Et donc là, la réglementation évolue, et de cette réglementation démarrent des projets parmi les constructeurs qui ont bien du mal à l'époque. Hein, je vous rappelle, la crise de 1929 est toute proche. Hein. Et donc Boeing se lance, et puis donc il y a une réglementation qui impose des bimoteurs, et donc ensuite, eh bien, d'autres constructeurs se lancent, hein, dont Douglas et Lockheed. Les 3 grands constructeurs qu'on connaîtra après, jusque dans les années 80 et encore maintenant. Et donc, au départ, c'est Boeing qui ouvre la course avec un modèle 247. Alors, ce sont pas des très gros avions, hein. C'est conçu pour 12 personnes, hein, 12 passagers, hein, c'est pas beaucoup. Non. Et donc, au départ, Boeing ne livre ses avions qu'à une compagnie qui s'appelle United, une des 4 grandes compagnies de l'époque, United, American, Eastern et TWA. Et donc, ces très grandes maisons qui travaillent en interne, hein, aux États-Unis principalement. Eh bien, il y a TWA voudrait bien avoir des Boeing 247, mais non, Boeing ne livre qu'à son allié financier, c'est-à-dire United. Et donc, le patron de TWA va voir Douglas en lui demandant s'il ne pourrait pas lui faire quelque chose d'équivalent au Boeing. Donald Douglas. Donald Douglas, oui, un monsieur assez extraordinaire qui s'est adjoint à un ingénieur qui connaîtra aussi un grand destin, c'est Northrop. Et donc, ils conçoivent ce qu'on appelle le DC-1, Douglas 1, qui lui aussi est conçu pour une douzaine de sièges. Et ça, eux volent pour la première fois en 1933. Et puis, donc, il y a ensuite une demande pour avoir un avion un petit peu plus grand. Alors, l'idée aux États-Unis, c'est de faire une traversée coast-coast, ce qu'on appelle, c'est-à-dire Californie... Est-ouest. Est-ouest, oui. Donc, Californie, New York, par exemple. Et donc, ça fait environ 4500 kilomètres. Distance qui est très importante, hein, qui justifie le transport aérien, parce qu'en Europe, Paris-Londres, ça fait à peine 800 km. Alger, Paris-Alger, c'est 1300 km. Donc, ces grandes distances quand même permettent de justifier le transport aérien plus facilement qu'en Europe, disons. Et donc, on arrive en 1934 à un nouveau projet qui est le DC-2, qui est donc légèrement un peu plus grand. Il va... permettre d'embarquer 14 personnes, 14, oui, 14, voilà, c'est ça. On a rajouté un rang de siège, enfin deux sièges. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit, c'est une course. Ça existe encore, les records, les courses, etc. dans ces années-là. Et il y a une grande course qui est lancée par un monsieur qui s'appelle Mac Robertson, qui est propriété d'une énorme confiserie en Australie, et il veut faire en 1934, pour célébrer l'anniversaire de la reine, eh bien, il veut faire une grande course entre Londres et Melbourne. Et là, donc, un certain nombre d'avions taillés sur mesure, hein, en fait, des avions de course, hein, ils sont avec des qualités de vol très très marginales, se lancent, mais il y a un avion étonnant pour cette course, c'est un DC-2 de la compagnie KLM. Qui se met en course et qui non seulement arrive à Melbourne, mais arrive numéro 2. Et ça, à l'époque, c'est une révolution, parce qu'on constate que un avion de ligne ordinaire, avec un équipage, bon, il y a quand même un équipage un peu renforcé, 2 pilotes, un mécanicien navigant, un navigateur, mais ils emmènent aussi 3 passagers et 190 kilos de poste. Et puis, ils partent d'abord sur la ligne de KLM, vers Batavia, hein. À l'époque. Et ensuite, ils continuent jusqu'à Melbourne. Alors, ça manque de se terminer en catastrophe parce qu'il y a un problème météo. Ils sont obligés de se poser sur un champ de course, qui sont embourbés. Mais enfin, bon, finalement, avec l'aide des gens du cru, ils repartent. Et donc, ils arrivent à Melbourne, numéro 2. Derrière, il y a un Boeing 247, le fameux Boeing, mais lui, ultra modifié, avec des réservoirs complémentaires dans tous les coins. Et alors que le DC-2, lui, il est standard, hein, équipage et passagers classique. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Et donc, les commandes de DC-2 pleuvent chez Douglas, qui, à l'origine, avait calculé son prix sur 75 avions. Ce qui est, à l'époque, ça a l'air de rien, mais complètement fou, vu des yeux européens. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce que produit en France De Voitine, par exemple, avec la série des 300, etc., donc qui sont des trimoteurs,
on en a au total de tous les sous-types avec vraiment des différences importantes, train fixe, train rentrant, etc. Pour les derniers, on en a produit 44. Hein. Et puis, c'est pas des avions si mirobolants que ça, hein, au niveau performance. Alors, le DC-2, lui, non seulement il a des performances qui sont vraiment de très haut niveau, mais en plus, il est moins cher. Hein. À l'époque, là, donc c'est 1,2 million de dollars pour un DC-2, c'est 2 millions pour un deux voitines. Hein. Oui. Donc là, du coup, ils en vendent beaucoup. Mais en fait, ça, le succès appelle le succès. Et il y a une autre compagnie qui se dirige vers Douglas en demandant un DC-2 un peu plus grand. Alors, Douglas, qui vend déjà bien ses DC-2, n'est pas du tout fanat. Alors, il traîne des pieds, mais finalement, American Airlines, le client, finit par carrément mettre des ingénieurs à disposition de Douglas pour booster le bureau d'études, voilà. Et puis voilà, ça sort un avion, hein, donc le DC-2 premier vol en 34 et le DC-3 le premier avion. Il y a même pas de prototype, hein, c'est le premier avion qui va être donné au client, le fameux DC-3. Lui, il a un premier vol en 1935. Hein. Et c'est parti. Et combien de passagers là? Alors, à l'origine, il est prévu pour être la demande d'American, c'est ce qu'on appelle le DCS, Douglas Sleeper. Hein. Donc, ça veut dire qu'on met des couchettes là-dedans. Ah oui, alors, on met 14 couchettes. Mais très rapidement, on s'aperçoit que alors l'avion par rapport au DC-2 est plus long, mais il est aussi légèrement plus large, avec un fuselage rond, enfin cylindrique. Hein. Et donc là, on peut et c'est ce qu'on fait, il y a beaucoup de compagnies qui finissent par commander, c'est 21 sièges. Oui, quand même. Voilà, ouais. Donc c'est un avion qui offre une charge d'environ 3,5 tonnes, hein, qui à pleine charge fait de l'ordre de 11 tonnes, enfin ça dépend des versions, mais bon. Donc c'est une très belle machine pour l'époque, hein, parce que il a quand même 3400 km d'autonomie. Ce qui veut dire qu'on peut pratiquement faire le coast-coast là, en est-ouest là, en 2 étapes, hein, si on veut. Hein. Oui. Alors pour nos auditeurs, et c'est vrai, vous disiez, il est beau, c'est vrai. Ah oui, il est très beau cet avion. Il a une ligne pure. Oui, très beau. Et puis il y a beaucoup de choses qui se cachent dans les détails. Hein. Alors là, on rentre un petit peu dans l'histoire de la technique de l'époque. D'abord les moteurs. Alors les moteurs sont des moteurs qui sont ceux de 2 maisons. Hein. Il y a 2 motorisations possibles. Il y a 2 moteurs donc sur chaque avion, mais il y a surtout 2 producteurs principaux aux États-Unis à l'époque. C'est Wright d'une part et Pratt & Whitney d'autre part. Alors les DC-3 seront équipés un peu des deux, mais principalement avec des Pratt. Ces moteurs pour le DC-3 développent 1200 chevaux hein, suivant les versions. Et donc, ça permet à l'avion de voler à 330 km/h en croisière. Hein. Donc, on fait la traversée, disons, est-ouest, environ 13-16 heures. Ça dépend des arrêts qu'on fait, etc. Donc, c'est un très, très grand progrès pour l'époque. Et donc, l'avion se vend par centaines hein, aux États-Unis. Et il faut rappeler que les États-Unis, à l'époque, c'est la moitié du trafic aérien mondial. Et au moment où l'Europe entre en guerre, évidemment, là, les choses s'effondrent. Et donc, c'est même, dès 1940, c'est les 3/4 du trafic mondial. Et on est dans l'ordre de 1 million 300 passagers par an à l'époque. Hein. Donc voilà, c'est le tout début. Alors donc, pour revenir au DC-3 lui-même, les petits détails qui sont significatifs de son époque, c'est... d'abord, un avion en alliage d'aluminium, bien sûr. C'est un métal qui est très bien maîtrisé en production par les Américains. Le moteur aussi, qui a des qualités... les moteurs, soit Wright, soit Pratt, sont associés à une technologie extrêmement bien maîtrisée par les Américains, qui est liée à la métallurgie américaine, qui est très avancée à l'époque. Et donc, avec des moteurs qui fonctionnent très, très bien et qui sont très, très solides. Et puis, aussi... il y a des nouveautés en matière aérodynamique. Alors, ça se porte sur principalement deux endroits. D'abord, le moteur. Le moteur est un moteur en étoile. Donc, en étoile, ça veut dire quoi? Vous avez un maneton central et en étoile tout autour des cylindres. Alors, quand on regarde ça de front, on se dit, mais c'est pas possible, c'est un aérofrein gigantesque. Et on dit, comment est-ce qu'un avion peut être efficace avec un moteur comme ça? Alors que, quand on regarde un moteur en ligne, hein, ou en V, on dit, le moteur est beaucoup plus étroit, donc il freine moins l'avion. Eh bien, non.
Parce que aux États-Unis, il y a depuis 1915 une administration d'État qui s'occupe de recherche en matière aéronautique, en tout domaine, que ce soit métallurgie, thermodynamique, aérodynamique, etc., etc. C'est l'ANACA. Et l'ANACA va devenir la NASA bien plus tard, dans les années 50. Mais l'ANACA fait de très belles recherches, en particulier en aérodynamique. Il y a tout un catalogue de profils d'ailes qu'on appelle le catalogue NACA. Et ces gens-là aussi déterminent un capotage idéal, en quelque sorte, pour les moteurs en étoile. Et donc, au final, le capotage NACA plus le moteur a un rendement très très bon. Et donc, le moteur est bien ventilé et il ne traîne pas sur la cellule excessivement. Bien étudié, quoi. Voilà. Et d'autre part, ils ont démontré qu'il ne fallait pas que le moteur soit trop près de l'aile. Parce que sinon, l'interaction aérodynamique entre le capot moteur et l'aile nuisait au rendement de l'ensemble. Et donc, ils font des capots moteurs légèrement plus longs que ce qu'on serait tenté de mettre, c'est-à-dire mettre le moteur collé sur l'aile pour pas avoir de cellules, pour pas avoir de poids, quoi. Et le NACA démontre l'inverse. Il dit qu'il faut quand même qu'il y ait une petite distance entre le bord d'attaque de l'aile, l'avant de l'aile et le moteur. Et donc, le total, là, sur ce moteur... est appliqué bien sûr sur le DC3 et avant au DC2, et donc ça c'est d'une très très belle conception. Et beaucoup de gens ont du mal à copier ça en Europe après parce que ils comprennent pas le total de la manip. Et enfin c'est une recherche. Et puis d'autre part, il y a un autre aspect qui est aérodynamique, c'est la liaison entre l'aile et le fuselage. Alors quand on fait un fuselage, supposons un fuselage rond, bah on plante l'aile dedans et puis bon la liaison elle est perpendiculaire en gros, hein, si on fait rien de particulier. Et ben là c'est pas bon. Et en aérodynamique ça marche pas. Et ça fait des turbulences, ça fait donc de la traînée. Et donc il y a là encore des recherches à l'ANACA qui aboutissent à des carénages, c'est-à-dire qu'on ajoute entre l'aile et le fuselage des formes courbes qui permettent de faire la liaison entre l'aile et le fuselage. Et ça, c'est lié au travail d'un très grand savant de l'époque qui s'appelle Theodor von Karman, qui est un Hongrois à l'origine, qui émigre aux États-Unis et qui travaille entre autres pour l'ANACA. Et donc c'est lui qui définit, avec ses collègues chercheurs, hein, cette série d'ajustement entre l'aile et le fuselage, carénage spécial. On a le corps du, il y a le corps du fuselage, il y a l'aile, et puis entre les deux, il y a donc ces espèces de carénages qui sont très très particuliers, qu'on voit, qui paraissent normaux sur les avions actuels, mais qui en fait viennent de ces recherches. Hein. Et d'ailleurs à tel point que on n'appelle plus ça un carénage voilure fuselage, on appelle ça un Karman. Ah oui, donc on a le nom de l'aérodynamicien à l'origine de la chose. Il a donné son nom. Est resté sur ce nom. Alors le DC3, il a tout ça. Et alors en plus, il y a ça se voit que de l'intérieur. Il y a une structure qui est très très astucieusement conçue avec d'abord bien sûr l'alliage d'aluminium conventionnel à l'époque, mais il y a, par exemple, pour le fuselage, il y a ce qu'on appelle une structure semi-monocoque, c'est-à-dire vous avez la tôle extérieure, puis en dessous, vous avez des cadres, comme en marine un peu, hein, c'est-à-dire les pièces qui sont perpendiculaires à l'axe de l'avion, donc circulaires, mais pas très épaisses. Hein. Tout ça est super léger. Et puis, entre les cadres et la tôle, il y a ce qu'on appelle les lisses. Alors là, ce sont des pièces qui vont dans le sens de la longueur du fuselage, et le total est assemblé par rivets, et au final, ça donne une structure très très résistante, qui transmet bien, comme on dit, les contraintes, hein, et qui, par ailleurs, est très légère. Alors là, on est au sommet de la technologie américaine de l'époque, avec une maîtrise, 1, de la métallurgie, 2, des techniques d'assemblage associées. Et donc, ça fait un avion qui est pas trop lourd, qui a un rendement aérodynamique excellent pour l'époque, et plus quelques autres astuces d'assemblage au niveau des voilures. On a là une machine extraordinaire. Un superbe avion. Absolument. Alors, des États-Unis, bien justement, on va faire une petite pause musicale vraiment américaine. Toujours sur IDFM 98 Radio Anguin, avec notre émission Aéronautique et Marine dans Chien et Loup, et notre invité aujourd'hui, monsieur Alain Roland, qui nous parle qui rend hommage au DC-3 Dakota C-47
Douglas. Nous étions dans les années 1930 aux États-Unis. La conception de cet avion, un avion vraiment fabuleux. Absolument, absolument. C'est vraiment un avion extraordinairement réussi. Et alors, il a, disons, deux particularités. La première, c'est que son fuselage est plat de l'avant à l'arrière. Ce qui, à l'époque, n'est pas évident. Et surtout, même dans certains concurrents, entre autres en Europe, parce que, l'aile, il faut bien qu'elle soit, les deux demi-ailes de chaque côté, il faut bien qu'elles soient réunies ensemble. C'est ce qu'on appelle le longeron. Et il faut accrocher tout ça au fuselage. Ouais, d'accord. Mais il y a beaucoup de compagnies, dont Boeing avec son modèle de 147, qui font passer le longeron principal dans la cabine. Donc il faut enjamber le longeron principal pour traverser la cabine. Ça paraît complètement étonnant de nos jours, quand on traverse une grande cabine sur un avion de ligne. Mais à l'époque, c'était une grande marque de savoir aéronautique que de savoir se débrouiller, de faire passer le longeron d'aile sous le plancher. Donc là, Douglas y arrive. Deuxième particularité de l'avion, c'est ce qu'on appelle un avion à train classique, c'est-à-dire qu'il y a deux roues principales au niveau des moteurs, sous les ailes, et puis une petite roue à l'arrière. Donc le fuselage, quand l'avion est au chargement, eh bien, il est incliné vers l'arrière. Alors ça, quand on embarque à bord en tant que passager, on voit bien qu'il y a une petite pente à monter pour remonter la cabine. On embarque par où? Vous faites par l'arrière? Oui, par l'arrière, côté gauche, ouais. Mais en version militaire, où la porte est un peu plus grande, pour charger du fret de différentes sortes, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, le chargement d'une soute qui monte, après, il faut tirer les charges et tout. Enfin, c'est pas spécialement évident. Alors, ça va être une des limites de l'avion, en fait, dans son domaine militaire, mais ça n'empêche pas que, donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient un avion militaire produit en très grand nombre, parce qu'il y a à peu près 13 000 avions qui vont être produits, alors qu'on en a produit à peu près 600 avant la guerre, pour les compagnies aériennes. Alors les compagnies aériennes vont se voir déposséder leurs avions qui vont immédiatement être mobilisés, puis après on en construit donc en masse. Il y a une usine, puis 2 usines supplémentaires qui sont construites pour faire les avions, et donc on aboutit à ça. Et il y a une petite particularité dans la production militaire, c'est que les Japonais en achètent la licence pour le construire. Et donc c'est un contrat qui est fait en bonne et due forme par une entreprise civile, mais en réalité c'est un faux-né pour la marine impériale japonaise, qui va donc construire 2000 DC-3 pour les Japonais pendant la guerre. Donc ça, c'est sous licence, tout à fait légal. Alors en fait, c'est un avion né aux États-Unis, de conception américaine, qui finalement, dans les années 1935 exactement, il a fait son premier vol. Et finalement, il a après, il a eu plein de commandes une carrière européennes extraordinaire. Et donc d'abord, bien sûr, civile. Donc il y a plein de compagnies en ont. Les compagnies européennes, KLM, Air France, etc. Air France va en utiliser jusqu'en 69. Donc à la postale. Donc c'est un avion qui a vraiment volé bien longtemps. Et il y en a encore 400 qui volent au monde, sous différentes formes. Parfois pour les avions de collection, mais parfois encore en opération commerciale. Et donc, alors au niveau militaire, c'est un avion qui donc va être utilisé sous un nom différent, bien sûr. C'est pas le DC-3, ça devient le C-47 Skytrain. Pourquoi Skytrain? C'est le train du ciel, c'est une sorte de cargo, cargo aérien. Donc voilà. Et alors, on en utilise absolument partout sur la planète. Théâtre opération Europe, Pacifique, entre l'Inde et la Chine. C'est ce qu'ils appellent le hump. Là. C'est donc le saut par-dessus l'Himalaya pour ravitailler les troupes de Chiang Kai-shek contre les Japonais. Donc le DC-3 n'est pas le seul avion, mais il est très présent pour ce transport en masse. Et puis il est très connu en France avec c'est un peu l'avion des parachutistes du débarquement. Alors justement, oui, bien sûr, en juin 44. Le fameux débarquement du 6 juin, qui en fait pour les DAC, parce que il a un autre nom. C-47, c'est le nom militaire américain, mais les Anglais qui en commandent aussi en grand nombre l'appellent Dakota. Dakota. Voilà. Et donc c'est ce nom qui va rester en France, le DAC.
Parce qu'il est né au Dakota, dans le Dakota, non, c'est ça Non, enfin, à l'origine, non, tout ça, sa naissance, c'est la Californie, hein, en fait, Douglas. Oui. Hein. Alors pourquoi Dakota Je sais pas pourquoi les Anglais ont trouvé ce nom-là. Bon, enfin bon, donc voilà. Et donc le DAC est utilisé, en Europe, on le connaît principalement pour le débarquement. Il y en a quand même 1800 en l'air pour envoyer les parachutistes. J'ai cru comprendre aussi, on lui donnait aussi, les Américains lui donnaient aussi le nom d'Albatros, tellement il était beau, il volait bien. Bon j'avais pas connu ce petit nom, ouais. Et donc, il y en a 1800 pour le débarquement. Hein. Ah oui, ça part d'Angleterre et ils ont et donc ils font toute une navigation de nuit parce qu'en fait les parachutistes sont largués à très basse altitude, de l'ordre de 100 mètres au-dessus du Cotentin, du côté américain. Et donc c'est la SkyTrain, oui, pour le compte, c'est un train d'avion qui passe à travers le Cotentin. Bon, les procédures de navigation et moyens de navigation de l'époque sont pas ce qu'on connaît de nos jours. Donc il y a des parachutistes, il y en a un peu partout dans le Cotentin. C'est pas tout à fait ce qu'espéraient les généraux qui avaient monté la manip, mais bon, enfin, disons que ensuite il a utilisé aussi pour quelque chose qu'on connaît plus de nos jours. Il y a encore quelques opérations de parachutiers, troupes aéroportées, ce qu'on appelle. Ça existe encore un petit peu, mais plutôt pour des opérations de commando. À l'époque aussi, on s'en sert comme tracteur de planeur. Donc, quand on monte une opération aéroportée en 44, on prévoit beaucoup de parachutistes qui sautent avec quelque chose, toujours de matériel très léger, et donc il faut faire suivre derrière un matériel un peu plus lourd, ne serait-ce que des jeeps, des canons anti-chars, des mitrailleuses lourdes, etc. Que les gars n'ont pas avec eux quand ils sautent, évidemment. Et donc là, on embarque ça par planeur. Alors donc, il y a un grand câble qui est accroché à l'arrière du DAC, et hop, derrière, il y a un gros planeur qui peut contenir une jeep, une quinzaine de gars, et hop, on largue le planeur au-dessus de la campagne normande et le pilote va essayer de trouver le champ qu'il faut pour. En général, il est désigné dans leurs ordres d'opération pour mettre à disposition des parachutistes qui sont arrivés avant un peu de matériel un peu plus lourd. Et alors grosse opération pour le débarquement du 6 juin. Et les jours qui suivent, et puis après, le suivi de tout ce qui est la logistique des troupes américaines, ça comprend également le retour des blessés, etc., etc. Enfin bref, les DC-3 tournent énormément. Il a un son aussi oui, tout à fait. Oui, ces deux moteurs. Il ronronne bien. C'est très très joli. D'ailleurs, dans le DC-3 du musée, enfin le C-47 du musée, il y a une bande son qui a été faite par un des techniciens du multimédia musée, Frédéric Debrieux, qui est très très bien faite. Le son du moteur est parfait. Je confirme et j'invite vraiment Il est magnifique. Plus une petite vidéo qui est associée, qui présente les opérations de 1944, justement. On croirait vraiment être au moment du débarquement. On monte dans l'avion au musée de l'air et de l'espace. Et il y a deux vidéos qui montrent, qui permettent aux visiteurs de voir ça. C'est très très bien fait. Et donc la deuxième opération importante a lieu dans le début de l'automne, c'est l'opération Market Garden, qui elle est une catastrophe. C'est le fameux un pont trop loin là sur les ponts en Hollande, qui débute par un lâcher massif de parachutistes, avec en particulier des C-3. Mais là, le taux de perte est assez énorme, parce que pour larguer les parachutistes, on les largue pas très haut, et puis on les largue à la vitesse de l'avion. Donc là, les artilleurs au sol sont très très affûtés côté allemand, ça donne des résultats assez durs. Et puis après, il y a encore une dernière opération qui est lancée en courant du printemps 45. C'est pareil, pour essayer de faire avancer un petit peu les troupes alliées, de créer une tête de pont, comme on dit. Et puis le deuxième, point important dans l'histoire européenne, c'est le fameux pont aérien sur Berlin en 48-49. Oui. Où là, des milliers d'avions vont être utilisés pratiquement pendant un an pour ravitailler la population berlinoise. Alors ça représente des millions de tonnes qui sont transportées, mais là, le DC-3 va révéler son petit problème de plancher incliné pour le chargement-déchargement, et donc il va être très utilisé au tout début de l'opération. Mais rapidement, on va mettre à sa place des avions qui sont plus faciles à charger et décharger. Donc il contribuera d'une façon significative au pont aérien sur Berlin, mais très rapidement, il va être retiré du service à cause de ça. Parce que pour le pont aérien sur Berlin, la grosse difficulté, c'est d'avoir un débit.
Donc il faut que les avions tournent à une vitesse importante, et donc ils arrivent, ils sont parqués à la queue leu-leu, ils s'arrêtent devant un terminal, là on décharge le plus vite possible, on remet en route, on s'en va, et ainsi de suite. Donc là, le DC-3, il défavorise un petit peu le flux, donc voilà, on mettra d'autres avions à la place, dont un autre Douglas, le DC-4 d'ailleurs, qui avec un DC-3 avec la roulette à l'avant et 4 moteurs. Et puis après ces grands moments, eh bien, l'avion est d'une telle qualité qu'il est utilisé par de très nombreuses forces aériennes ou compagnies aériennes, dont Air France, dont je vous disais, à la Postale. Et ensuite, eh bien, on aura des opérations diverses et variées, ne serait-ce qu'au plan militaire, nous en Indochine. Alors, en Indochine, oui. Et voilà. Alors, en Indochine, il y a beaucoup de DC-3 qui sont engagés, entre autres sur Dien Bien Phu. Et ce qu'on sait peu, c'est que souvent, on pense que l'armée de l'air était présente sur place, mais il n'y avait pas que l'armée de l'air. L'armée de l'air ne suffisait pas à apporter le volume de transport nécessaire, et bien qu'il donnait tout ce qu'il pouvait. L'armée de l'air n'a pas été au repos pendant ce temps-là. Et par contre, on a employé des compagnies aériennes comme Aigle Azur. Oui. Et des compagnies américaines aussi. Il y avait des gens qui étaient plus ou moins sponsorisés par l'État américain indirectement. Enfin bon, c'est partie des opérations un peu spéciales. Mais là, c'était avec des Fairchild différents. Donc, mais en complément des moyens de l'armée de l'air. Donc, en Indochine, il a été abondamment utilisé. Alors, si je peux me permettre, à propos de l'Indochine, je fais juste une petite parenthèse. Oui. J'en profite parce que en fait, il y a un lien familial avec justement mon grand-oncle. Qui était le commandant à l'époque, commandant Maurice Blanchet, qui a fini colonel. Je lui rends hommage, même à travers cette émission avec le Dakota, parce que, en fait, le 28 mars 54, je vous lis ça, mais c'est vrai, Geneviève de Galard, qui était donc l'infirmière, une fabuleuse femme aussi. En fait, en Indochine, il fallait vraiment sauver tout le monde, essayer de sauver le maximum de personnes. Et il y avait plus moyen d'arriver dans cette cuvette de Dien Bien Phu. Enfin, c'était vraiment la limite. Et Geneviève de Galard, elle a vraiment poussé énormément un avion à décoller. Et en effet, elle a réussi. Alors, elle a décollé. Donc, le 28 mars 54, Geneviève de Galard part pour un nouveau décollage avec l'équipage du commandant Maurice Blanchet. Le commandant, donc, en second du groupe de transport Béarn. Ils arrivent vers 5h45 au-dessus de Dien Bien Phu. La visibilité était très, très mauvaise. Et l'avion sera endommagé à l'atterrissage, empêchant l'avion de redécoller. Et avec son chargement, bien sûr, de blessés. En fait, et l'avion sera définitivement détruit par l'artillerie ennemie le lendemain, laissant Geneviève le privilège, d'être définitivement, de rester, et de sauver des. De rester avec le corps tranché, ouais. Mais ça, c'est vrai que. Elle sera faite prisonnière, ouais. Oui. Mais cet avion, apparemment, je sais que. En tout cas, mon grand-oncle en parlait, il l'adorait aussi. Oui. Ah oui, c'est un avion qui laisse pas ses équipages indifférents, c'est clair, parce que c'est vraiment une très bonne machine. Alors, avec les regards qu'on peut porter aujourd'hui, où tout est électronique, il y a des ordinateurs dans tous les coins, évidemment, c'est pas du tout ça. Mais c'est une machine qui est tellement bien conçue que ça a les caractéristiques de vol de ces années-là, donc il faut s'en occuper. Le cockpit, ce n'est pas un manche, c'est deux volants. Il y a deux demi-volants, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, quand les deux pilotes sont installés devant, ils se touchent pas aux épaules, mais pas loin. Donc c'est assez étroit. Oui. Et puis derrière, il y a place pour un troisième, voire 4 membres d'équipage, parce que ça dépend des configurations. Il y a, par exemple, à la Postale, on avait un équipage à 3, il y avait un commandant de bord, un mécanicien navigant qui s'asseyait à droite du pilote, et un radio-navigant derrière. Et donc après, c'était un équipage qui était 2 pilotes et un mécanicien navigant. Ça a évolué avec la réglementation au fil du temps. Donc, quand il y avait un 4e membre d'équipage, c'était il y avait un radio derrière, éventuellement plus un navigateur. Ça dépendait des configurations de vol. Il y avait même certaines machines avaient un astrodrome, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une espèce de petite demi-bulle de plexi qui était montée légèrement en arrière du cockpit, au-dessus du fuselage, et qui donc permettait de faire une visée périscopique. Par contre, visée sextant, pardon. Ah pardon. Oui, d'accord. Ah bah oui.
Par contre, cet avion n'était pas du tout équipé, si je me trompe, d'artillerie. Enfin, lui-même, non. C'était une cible pour les autres. Ah, quoique, oui. À l'origine, c'est un avion de transport pur, donc il y a absolument aucun moyen de faire usage d'armement. Il n'y en a pas à bord, c'est clair. Par contre, à la fin de sa carrière militaire au Vietnam, donc, il y a un avion qui s'appelle AC-47. Donc C-47, c'est le nom du Dakota, enfin Skytrain à l'origine. Mais là, on a ajouté devant le A, et le A, ça veut dire attaque, en terminologie américaine, militaire. Donc le AC-47, c'est quoi? Eh bien, c'est un DC-3 où on a utilisé sur le côté gauche les fenêtres, enfin ou portes qui sont disponibles pour y faire passer l'affût de 3 mitrailleuses légères de 7,62, mais à haute cadence de tir, ce qu'on appelle des Gatling, des miniguns. Et les miniguns sont engagés principalement de nuit alors là, ça demande des moyens de navigation un peu compliqués, mais bon, à l'époque, on a quand même beaucoup changé les choses. Et donc, l'avion se met en virage au-dessus d'une zone au-dessus de laquelle il a été appelé, par des troupes qui sont engagées par des Viet Cong ou des Viet Minh. Et donc, eux appellent au secours, donc classiquement par radio. L'état-major dépêche sur site donc un AC-47. Alors, la technique d'attaque, c'est l'avion tourne, fait un cercle au-dessus de la position qu'il va viser, et donc les servants de ces mitrailleuses tirent au sol vers le point désigné. Alors que le pilote fait en sorte de garder, grosso modo, une trajectoire circulaire qui permet de mitrailler tout le temps la même zone. Oui. Alors, quand c'est tiré avec des traçantes, ce qui est fait la nuit, ça contribue à assurer une meilleure visée, 2, à impressionner les troupes sur lesquelles ça tombe. Ils l'appellent Puff the Dragon. C'est vraiment, ça crache le feu, quoi. Il y a des photos de l'époque qui sont assez impressionnantes. On a l'impression de voir quelqu'un qui travaille avec une disqueuse sur une barre de métal, ça fait des étincelles qui giclent de partout. Et ben là, le C-47, là, en tournant, de temps en temps, il y a une espèce de cône de feu qui descend vers le sol. Et donc, hop, ça s'arrête, et hop, le gars repart, et ainsi de suite. Et donc, c'est un procédé qui a été maintenu. Le C-47, AC-47 a fait donc un petit peu office de pionnier. Et après, on a mis un Hercules pour ça, C-130. Eh bien, on repart un tout petit peu sur une pause musicale. 18 Radio Anguin, Aéronautique et Marine. Nous aurons donc hommage au DC-3 Dakota C-47 avec Alain Roland. Et donc maintenant, on va parler rapidement pour terminer celui de notre DC-3 au musée de l'air. Oui, bien sûr. Et en fait, on en a deux, mais un ancien de la marine et un ancien de l'armée de l'air. Et celui qui a volé dans l'armée de l'air a d'abord commencé sa carrière. Il est présenté maintenant dans la Seconde Guerre mondiale. Il est monté sur pylône et on peut accéder à l'intérieur avec ces fameuses vidéos dont on a parlé. Ah, c'est fabuleux, vraiment. Et la bande son est excellente, vraiment très bien, restitue très bien le son des moteurs. Et donc cet avion, eh bien, il a commencé sa carrière dans l'armée américaine en 1944. Il a participé au débarquement. Vraiment. Celui-ci, justement. Oui. Alors, il n'avait pas tout à fait les couleurs qu'on lui a données ultérieurement au musée de l'air, mais enfin bon, ces couleurs sont représentatives de l'époque. C'est pareil, c'était un escadron qui était utilisé pour les opérations de Normandie. Donc, cet avion, après, a connu une carrière civile. En 1948, il a été utilisé par la compagnie algérienne de transport aérien. Non, juste après-guerre, ça. Puis après, en 1948, c'est Aigle Azur, justement, et qui l'a utilisé un peu partout, y compris en Indochine. On en parlait également tout à l'heure. Et puis en 1960, il devient à nouveau propriétaire de l'armée de l'air, qu'il utilise aux Antilles. Et puis, il est arrivé au musée de l'air en 1970. Voilà la carrière de cet avion qui est actuellement peint aux couleurs qu'il aurait pu avoir, parce que c'est pas exactement le cas. Alors, on encourage tous nos auditeurs à y aller, même avec les enfants, parce que vraiment ça vous met dans l'ambiance. Et en fait, quand on voit des films à la télévision, au cinéma, entre autres, il a tourné cet avion dans Le Raid en 2001, dans Seul en 2006, Les Femmes de l'ombre. Je pense que beaucoup d'auditeurs l'ont vu aussi, ce film. Itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo en 1988, Bleu d'enfer en 2005.
Il n'a pas eu qu'une carrière aéronautique, aussi cinématographique. Cinématographique, énormément. Donc, nous remercions infiniment Alain Roland pour ce témoignage fabuleux. Et nous disons à nos éditeurs à très bientôt sur Aéronautique et Marine Radio-Canada.